Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team Catch-up, les shows de la WWE. On se retrouve aujourd'hui pour discuter du 1123e Friday Night SmackDown qui se déroule toujours à Saint-Pétersbourg, Florida, USA, dans le Thunderdome au Tropicana Field. Bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Vous m'avez peut-être reconnu, je suis votre dinosaure. Que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette review, pour analyser, décortiquer, encenser ou mettre en PLS le monde merveilleux du show bleu, j'accueille tout pimpant, de retour de vacances payées par l'EHPAD, le bon papy. Salut papy! Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, c'est le retour des vieux. Pas trop dur le voyage dans le bus? Ah bah si, c'est pas facile, hein. Plus le problème c'est qu'on doit s'arrêter pour pisser tous les 5 minutes quoi, c'est un peu ça le Ouais. souci. Ah, c'est compliqué, ça rallonge les temps, les temps de parcours. Yes, vivement qu'ils nous relient tous, directement à un espèce de réservoir et puis que ça s'évacue par le bus. Bon, plein les gars derrière quoi. En tout cas, le bus était à l'heure, malgré les pauses pipi, et tu as donc pu rentrer séance tenante pour assister à ce 1123e SmackDown. Et on va voir si ça valait le coup de te taper 25 heures de bus pour assister à ce show. On démarre tout de suite, j'ai envie de dire, avec une arrivée totalement traditionnelle dorénavant à SmackDown, en l'occurrence l'arrivée du chef tribal, the head of the table, en l'occurrence Roman Reigns, accompagné de Paul Heyman et Jey Uso. Alors je vais vous passer à peu près tout parce que on va dire que pour résumer, puisqu'on est là pour résumer, le chef tribal, il nous a dit que SmackDown avait besoin de lui, que l'Elimination Chamber avait besoin de lui aussi. C'est pour ça qu'il a accepté de quand même débarquer son auguste personne au pay-per-view pour péter la gueule à Daniel Bryan. Bon, il a aimé quand même. Il avoue quand même de manière sadique qu'il a aimé humilier Daniel Bryan, mais il va pas s'en vanter plus que ça parce que bon, il est comme ça le chef tribal quoi. Alors voilà, il a quand même un problème, une petite épine dans sa chaussure. En l'occurrence, c'est l'ami Edge puisque le vétéran semble à peu près sans absolument aucun doute dorénavant avoir choisi Roman Reigns pour l'affronter à WrestleMania. Voilà, et du coup, alors Roman Reigns, il est un peu le cul entre deux chaises, j'ai envie de dire, parce qu'il dit qu'il qu'il a voulu obliger Edge à ça, qu'il lui a dit voilà maintenant, et que maintenant il lui dit d'y réfléchir à 2 fois parce qu'il va pas vouloir le blesser. Alors bon, Roman, là quand même, il y a un moment, voilà, tu cherches les noises au vainqueur du Rumble. Bon, et il faut ce qu'il faut quoi. Le temps qui nous balance un peu tout ça, Roman Reigns, on a Daniel Bryan qui fait son entrée. Voilà, il est déçu de se rendre compte que le chef tribal a pas voulu attendre le main event, préfère la facilité en venant défier un homme juste après avoir remporté l'Elimination Chamber. Et cet homme a raison, oui, c'était la solution de facilité, mais c'est le patron Roman Reigns à SmackDown, donc il fait ce qu'il veut, Daniel. Et voilà, il lui dit, Daniel va quand même lui dire qu'il est the main event, quoi. C'est pas rien, hein. Vraiment, Roman Reigns dorénavant, voilà, tout le monde flippe, même Daniel Bryan. Mais bien évidemment, Daniel Bryan, par contre, c'est un combattant, donc il propose à Roman Reigns de remettre le couvert à Fastlane. Roman Reigns, il va lui dire s'il a encore envie de se faire humilier après tout ce qu'il a pris le week-end dernier. Finalement, ni une ni deux, Jey Uso, qui est toujours là en fourbe, qui est toujours là en enfoiré de base quand même, vient attaquer l'ancien American Dragon sous le regard amusé, satisfait et heureux et condescendant de Roman Reigns et Heyman, qui tout simplement se barre. Derrière, on retrouvera un petit chouille, Jey Uso, qui va s'excuser. Alors, c'est pareil, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Tu me diras ce que tu en as pensé, papy. Qui s'excuse d'avoir pris l'initiative d'attaquer, quoi. Mais Roman, il lui dit que non, mais de toute façon, le travail, il a été fait, que le principal est là, tout va bien. Bien évidemment, on ne pouvait pas terminer ce segment sans un dernier segment avec Sonya Deville et Adam Pearce qui vont être rejoints par Edge, dont on a beaucoup parlé dans cet opener, et qui va tout simplement demander de faire équipe avec Daniel Bryan pour ce soir pour affronter le clan tribal. Apparemment, Adam Pearce, c'était plus ou moins ce qui était prévu, mais enfin, ils n'ont pas l'air bien sûrs, quoi. Merde, est-ce que Vince a pas retouché le scénario dans l'intervalle? Parce que finalement, Daniel Bryan, il en a décidé autrement. On vous rappelle que Daniel Bryan, il fait partie de l'équipe créative à SmackDown, en allant confronter Roman Reigns. Et pour cela, il y aura à cet effet un match entre Daniel Bryan et Jey Uso. Si Daniel Bryan remporte le match, il aura droit à une nouvelle chance pour le Universal
Championship de Roman Reigns. Tout ça, Oui, ça se dis réglera donc. en main event. Eh ouais, on a commencé avec un énorme opener, mi-ring, mi-backstage, mi-machin. Ça n'a pas arrêté de parler et de parloter et de parler encore. Alors, nous, on va continuer à parler. On va rentrer en plein palabre, puisque c'est notre papy qui va nous dire alors, ce segment, c'était bien? Yes, alors c'est vrai que j'ai trouvé un peu bizarrement découpé parfois. Je pense que c'est parce qu'il doit y avoir les pubs qui doivent intervenir entre les 2 et que du coup on a des retours de pubs, où ça se repart quasiment juste là où ça s'est arrêté, donc du coup je me dis parfois que c'est un peu chargé. Je pense que ça explique un peu finalement le pourquoi, c'est pas Cesaro qui a remporté, la champ pour ensuite, fader Roman Reigns, Ah bah enfin, oui, oui, pour moi. C'est que du coup, en fait, du coup, là, tu te retrouves avec un Bryan qui va, un peu jobber pour occuper, Reigns, clairement. et Edge, jusqu'à WrestleMania, quoi. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça donnera. Je voilà, moi, je suis pas super emballé par le Reigns versus, je vais y arriver, Edge, Edge. mais peut-être que justement, en complexifiant un peu la rivalité, en foutant, Bryan, en foutant, Uso, en espérant que Owens revienne aussi là-dedans, ça pourrait peut-être, aider à tenir jusqu'à WrestleMania. On verra. Ouais, ouais, parce que, effectivement, pendant tout la longue entrée en matière, à aucun moment Kevin Owens n'apparaîtra ou, même ne sera évoqué. Donc vraiment là, l'affaire se règle, avec, Daniel Bryan et tu l'as justement dit, je pense la même chose de toute façon. Clairement, Daniel Bryan est là pour faire la transition et pour amener, petit à petit à la rivalité, la plus absolue, entre Edge et Roman Reigns pour arriver à WrestleMania, lancés comme des frelons. Eh Heu, oui, bon, c'est voir bon, je suis pas surpris plus que ça de voir Daniel Bryan comme ça servir les plats, j'ai envie de dire. Je trouve qu'il est pas mal dans ce rôle comme ça depuis quelque temps. Je pense que lui, de toute façon, il a mis la pédale douce sur le ring. Il est pourtant encore bien présent, hein, il a trouvé le moyen de remporter l'Elimination Chamber et cetera. Mais bon, je pense que c'est plus vraiment le Daniel Bryan d'il y a 5, 6, 7 ans en arrière de toute manière, quoi. non, mais ils vont peut-être trouver une histoire à raconter en mode, Bryan, qui avait arrêté sa carrière, est revenu et va se faire détruire par Reigns et du coup, peut-être un parallèle à faire avec Edge, en disant que lui aussi a eu les mêmes blessures au cou, est revenu aussi et enfin, tu vois, il y a peut-être un petit truc à jouer là-dessus, ce serait pas mal, enfin, ça limiterait la casse, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Allez, du coup, ça se termine là-dessus. On attaque sur notre premier match de la soirée, qui va être un match de tag team entre Chad Gable, Otis, l'Alpha Academy qui va affronter Los Misterios, en l'occurrence Dominique Mysterio et Papa Rey Mysterio. Alors, ça va être un match qui va aller à 100 à l'heure dans tous les sens du terme et qui va se terminer en 3 minutes 20. Pas grand-chose à en dire puisqu'il n'y a pas eu d'interaction extraordinaire, de lancer de storyline de fou. C'était très très court et très rapide. C'est Otis qui va remporter le match finalement grâce à un splash du haut de la seconde corde sur Ray Ray. Voilà, mon bon papy. Bah écoute, on se lance là-dessus sur la Tag Team Division. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, alors malheureusement, on n'a pas encore de grands matchs en tag team division, mais je suis plutôt heureux de voir qu'elle vivote un peu cette tag team. Les Mysterio restent ensemble, Otis et Gable, ça devient une vraie équipe avec le heel turn d'Otis. Donc ouais, là il y a quelque chose. Tu vois, je me suis dit, tiens, deux équipes, sachant que c'est ni l'une ni l'autre qui est en rivalité pour la ceinture suprême. Donc c'est-à-dire qu'on a déjà deux équipes en plus de champions. Donc enfin, ça remplit un roster de tag team, ça. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'aimerais bien qu'ils enchaînent les matchs semaine après semaine, histoire de voilà roder les équipes et justement redonner de la consistance à la division tag team. Moi j'aime plutôt quand ça se passe comme ça. Ouais, pour moi, c'était quand même un peu un chouille, un peu rapide, quoi. Moi, j'ai trouvé ça assez expédié. Je trouvais qu'ils s'étaient pas trop cassé le cul. Bon, victoire de l'Alpha Academy. En même temps, ça sert à les placer, eux, un peu dans le truc, puisque finalement, ils sont assez neufs, hein, Gable et Otis ensemble, même s'ils ont eu droit à pas mal de segments en coulisses. Mais globalement, c'est une équipe qui est assez neuve, qui effectivement vient renforcer un peu la Tag Team Division. Donc, pourquoi pas, mais bon, il n'y avait pas de catch, quoi. On va continuer quand même avec le catch, mais d'abord, on va commencer avec une promo, puisqu'on a Apollo Crews qui fait son entrée sur le ring.
et qui a décidé de parler. Il a décidé de nous expliquer, à nous, public, pourquoi il a changé. Alors bon, ah bon, il a changé? Tu as changé, Apollo. Voilà, il a dit que, voilà, il nous explique qu'il a toujours voulu être sympathique, être respectueux, être souriant, être le bon gars, voilà, le gars qu'on aime aimer en fait. Hein. Mais voilà, mais personne finalement lui a rendu l'appareil. Donc lui, il y en a marre. Donc il a décidé de nous parler de son passé royal. Alors, il faut savoir que dans l'Indie, auparavant, il a beaucoup bossé à la Dragon Gate, Apollo Crews, et il se faisait appeler Uha Nation. Et donc, il vient, à travers cette promo, nous rappeler que finalement, il était le fils d'un roi du Nigeria. Peut-être que vous saurez que Papy est peut-être le prince d'un roi du Mozambique, qui sait. Et que d'ailleurs, il contrôle plusieurs terres du pays. Alors, le Nigeria, c'est quand même pas un petit pays, hein. Et que là-bas, d'ailleurs, il était très, très redouté dans son pays parce qu'il avait tout simplement 5 femmes. Alors là, effectivement, le hashtag MeToo en prend un coup. Hein, hormis dans l'Utah, je pense que voilà, la polygamie, c'est pas spécifiquement autorisé aux États-Unis. Donc, en faisant une promo de ce style, notre Apollo Crews, il passe directement pour un méchant. Donc, on peut s'attendre à ce moment-là qu'il y ait un Américain très très énervé qui débarque. Eh ben non, c'est un Japonais, puisqu'en l'occurrence, c'est Shinsuke Nakamura qui débarque, qui va pas avoir le temps de parler, puisque Apollo Crews est méga vénère, va s'attaquer au Japonais, va lui péter la gueule dans tous les sens. Match, après départ de cloche, un match qui va être aussi très très court, avec un Apollo Crews en mode destruction massive. Le japonais va s'en prendre à peu près plein la tronche pendant 4 minutes. Et au bout de 4 minutes, il ne va pas terminer comme il a souvent l'habitude, soit par sa sit-out powerbomb ou par son moonsault. Il va terminer avec un Olympic Slam, notre Apollo Crews, pour battre Shinsuke Nakamura. 1, 2, 3. Victoire clean d'Apollo Crews. Apollo Crews a changé, papy. Et est-ce que toi, tu comptes changer aussi? Oui, il a changé. Les événements de la vie ont fait qu'ils ont changé. Le Apollo Crews. Ah là 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 là. J'ai changé. Oui, c'est ça. Bah, c'est le propre des petites personnes de changer. Des personnes de petite taille plutôt. Je reformule. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'était marrant en fait cette promo. Alors moi je connais pas tout son passé indie, donc du coup ça me parlait pas forcément son truc là, mais c'était plutôt enfin ouais, c'était plutôt surprenant, on va dire plus qu'intéressant. Ce que j'ai bien aimé en fait, c'est de me dire que Nakamura finalement, tu vois, à un moment on s'était dit, bah voilà, il est en train de prendre son méga push, il va peut-être tourner autour du titre suprême et peut-être lui arriver des choses et au final j'ai l'impression qu'il jobe en fait pour les autres et là pour une fois je trouve qu'il le fait plutôt bien en fait. Il se sert de son aura un peu retrouvée pour mettre en valeur un Apollo Crews qui, bah, effectivement il a besoin de changer parce que depuis ses débuts à la WWE, c'est très, 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 très fadasse. Bon, c'est vrai qu'on se dit souvent ça sur un heel turn, on se dit souvent, bah, voilà, c'est le moment de l'ordre de la personnalité, mais pour le coup d'Apollo Crews, c'est particulièrement vrai. Il a jamais vraiment dégagé quoi que ce soit, depuis, c'est les longues années où il est là, quoi. Donc ouais, alors, encore une fois, c'est vrai que les matchs sont pas très longs, ça mériterait de donner un peu plus de longueur au match. Mais au moins, je suis plutôt intéressé par la manière où ça travaille les persos. Là, pour le coup, ça fait quand même beaucoup de temps qu'ils essaient de retenter quelque chose avec lui. Tu sais, tu te souviens, le passé avec Roman Reigns, tout ça. Enfin voilà, ça fait quand même un bout de temps que la graine est plantée. Et bah, je trouve ça plutôt sympa de l'avoir éclore un peu, puis que voir un Nakamura, un vétéran comme lui, fait le job justement pour aider les jeunes talents à éclore. Ouais, ouais, parce que Apollo Crews, à l'échelle du catch mondial, il est encore jeune, il a 33 ans. Il est, mine de rien, il est à la WWE depuis 2015. Il a touché Mmh. qu'un seul titre depuis son arrivée, en l'occurrence le titre US. Il aura été impliqué dans différents trucs, il a toujours un peu vivoté. Il n'aura pas eu de chance pendant le Covid aussi, puisque lui, il aura fait partie des malades. Et que bah, du coup, voilà, il a eu une période un peu compliquée. Bon, au final, c'est effectivement, il est relancé par la grâce de Shinsuke Nakamura. Bon, écoute, on peut signaler à nos auditeurs qu'il a légèrement modifié son gear, quoi, et il est venu avec une écharpe saillante aux couleurs du Nigeria. Voilà, voilà, c'est un Apollo en fait, est de retour à ses racines et de retour à l'Afrique. Voilà, il a rappelé hein, qu'il était un Afro-Américain originaire du Nigeria.
Voilà, je crois que c'est à peu près ce qu'on peut noter. Il est définitivement du côté obscur de la force, hein, parce qu'à partir du moment où on dit qu'on a 5 femmes et qu'on est très redouté dans son pays, qu'on est un fils de roi, aux États-Unis, direct on devient un heel, surtout quand ça concerne un noir américain. Donc voilà, comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté possible avec Apollo Crews. Maintenant, reste à savoir, une petite question quand même, papy. Apollo Crews, tu le vois se diriger vers quoi là? Vers l'Intercontinental? Ah Créer, oui. créer une équipe à terme? Ah non, moi je pense qu'il va rester dans le intercontinental là. Là, il cherche une opposition de valeur à Biggie, qui Voilà. finalement n'aura pas autant décollé qu'on pensait. Enfin, en tout cas, que je pensais. C'est peut-être prévu pour la saison prochaine de la WWE, on va dire. Mais du coup, pour moi, c'est vraiment l'opposant de valeur à Biggie, parce que de toute façon, il n'y a personne côté heel qui s'intéresse à cette stature, hein, par lui. Donc, ouais, clairement, je vois bien les deux s'affronter. Allez, banco. Apollo met une fusée dans la grenouillère de Biggie et on est parti pour un joyeux tour de manège pour le titre intercontinental. Allez, on continue. On va voir vite fait un petit truc en coulisses avec Roman Reigns, toujours dans son fauteuil, qui est avec Paul Heyman, voilà, qui lui parle de ce qui va se passer avec Daniel Bryan à Fastlane, si jamais il gagne ce soir contre Jey Uso. Mais Paul Heyman lui dit doucement dans son oreille de chef tribal que apparemment il aurait un plan. La suite au prochain numéro. On va avoir un single match qui va s'enchaîner, un match des filles du show bleu. Alors on a attention, accrochez-vous bien peuple de catch-up, puisqu'on a un Tamina versus Liv Morgan. Donc Liv Morgan bien évidemment accompagnée par Ruby Riott et Tamina accompagnée par Natalia qui est sa nouvelle copine. On va avoir un match. Je m'éclate dans ce SmackDown cette semaine. On va avoir un match de 3 minutes 55. La pauvre Liv Morgan, globalement, elle va se faire complètement bouffer par le pitbull Tamina. Elle fera pas grand chose. Hein. Franchement, Liv Morgan, à part 2-3 moves qu'elle sortira pour essayer un peu de sortir du truc, elle va jamais réussir à sortir du truc. Et puis ça va aller vite. Et puis finalement, Tamina, elle va placer son Spinning Side Slam. Bim, bam, boum. Aucune intervention de la part des deux nanas à ringside, à part taper la tchatch. Et victoire de Tamina, mon papy. Ça a dû te remplir de joie, je pense, parce que je sais à quel point tu es fan de Tamina, donc Bah, ouais, et de Ruby Riott, enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de talents qui étaient là, autour du ring. Comment dire? En fait, j'ai même pas envie de leur vouloir, en fait, parce que c'est de la vraie low card, même côté féminin, et j'ai l'impression Tamina et Natalya, bah, elles font ce qu'elles peuvent pour essayer de tirer de la qualité de 3 pauvres minutes qu'on leur donne. Alors elles ont essayé de matcher leur, ring gear. Alors je sais pas si c'était le cas la semaine dernière, j'ai pas vu le dernier SmackDown, mais là elles avaient quand même, tenté, de vraiment essayer de développer un nouvel attirail pour dire qu'ils étaient, une vraie équipe désormais. Pourquoi pas? Après je sais vraiment pas comment, ce que ça pourrait donner de leur côté, parce qu'une équipe, féminine, il y a qu'un seul titre, sur, l'ensemble des 3 shows en comptant NXT. Tag team, donc ça fait, enfin ils auront pas énormément de chances de s'exprimer, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Sincèrement, on se plaignait d'un moment du manque de tag team, côté masculin, féminin, et cetera. Puis là, j'ai l'impression que côté SmackDown, il en faut pleuvoir de partout les tag teams, et de toute façon, je pense qu'elles ont aucun avenir en solo, ni Natalya ni Tamina, donc autant les foutre en tag team, hein. il y a pas d'avenir, il y a pas d'avenir. Ouais, bah écoute, ouais, c'était faiblard, c'était de la low card féminine. Vous pouvez passer en fast forward tout ce passage-là, ça sera pas un drame dans ce SmackDown. Allez, on retourne sur le ring où cette fois Sonya Deville et Adam Pearce qui sont les officiels hein, de SmackDown dorénavant réguliers, quasiment tout le temps ensemble dorénavant à SmackDown. Et ils vont nous demander d'accueillir Bianca Belair parce que Bianca Belair, elle fait un choix, mes amis, ce soir. Elle fait la révélation de son choix pour WrestleMania. Ça y est, on va savoir qui elle va affronter. Alors bon, on est à SmackDown. La championne de SmackDown, c'est Sasha Banks. Donc bien sûr, Bianca, elle va nous la faire à l'ancienne, va nous rappeler sa victoire au Royal Rumble. On va avoir un peu d'images, un peu de package vidéo sur les deux championnes. Voilà. Bianca, elle écoute sa maman. Sa maman, elle lui a dit que la vie, elle est faite de choix. Et elle, ça y est, elle a fait le C au Dreadlocks et toujours dans les environs. Et lui, apparemment, son plan, c'est d'essayer
dissuader Bianca de choisir Sacha. Il a subi la semaine dernière ce que lui a fait Sacha et vraiment c'est terrible. Et donc si Bianca l'a choisi, ça risque d'être un cauchemar. Là-dessus, The Boss fait son entrée. Sacha Banks, elle dit direct à Reginald de fermer sa gueule et de plus jamais parler pour elle. Je crois que ça fait déjà plusieurs fois qu'elle lui dit d'ailleurs, mais apparemment elle a un peu de mal à le comprendre. Elle va monter sur le ring. Elle va dire à Bianca que voilà, qu'elle a beau se dire la meilleure dans toutes les catégories. Elle se trompe parce que la référence à SmackDown, la référence du catch féminin mondial, bah, c'est Sacha Banks. Alors Bianca, elle n'est pas contente. Elle va lui dire qu'elle parle beaucoup pour rien dire, mais que ça ne pose pas de problème parce qu'elle va lui faire ravaler ses dents. Et là, le doigt se tend à WrestleMania. Wouh! Papy, ça y est, c'est officiel. Dans le show bleu, on aura un Bianca Belair versus Sacha Banks. Et oui, sans aucune surprise, hein, je pense. Je ne sais pas si toi, à un seul instant, tu as douté du fait que non. Bianca Belair et Sacha finissent ensemble. Non, à aucun moment. Non, en même temps, elle passe. Enfin, Bianca Belair a fait mine d'aller un jour à Raw pour faire la couillonne avec Asuka, mais le reste du temps, elle a quand même passé son temps à tourner autour de Sacha. Donc, même encore au dernier pay-per-view, ils étaient en équipe. Enfin, toute l'histoire est faite pour dire que ça sera entre elles deux. Donc, aucune surprise là-dessus. J'ai écouté la review la semaine dernière et c'est vrai que je trouve que Sacha, elle a plus du tout personnage face ces derniers temps. Elle est vraiment arrogante, mais arrogante dans le mauvais sens du terme. Tu vois, là où Bianca Belair dit je suis la meilleure, Sacha Banks c'est plutôt dans le sens à dire tu es moins bonne que moi, tu vois. Le discours est pas exactement le même. Et puis il y a Reginald qui tourne autour, mais j'arrive vraiment pas du tout à voir où ça va cette affaire, hein. Il y a même plus Carmella. Donc, est-ce qu'il va y avoir une assos Reginald Sacha? Je sais pas quoi dire, mais ça l'avantage c'est qu'on sait que ça sera un bon match, mais sinon ça patauge un peu le Rasmus cette affaire, j'ai l'impression. Ouais, il fallait une décision. Là, de toute façon, il fallait qu'il se passe quelque chose. Et puis, comme tu l'as dit, il y a eu zéro surprise. De toute façon, on se doutait bien qu'elle allait pas aller voir du côté d'Asuka. Elle en a jamais montré aucune velléité. Je crois que pour l'IST de la WWE, les choses étaient réglées. La question, elle était vite répondue, comme on dit maintenant. Et il n'y avait pas d'histoire. C'était Sacha, quoi. Alors effectivement, ouais, la rivalité pour l'instant, elle est positionnée un peu bizarrement parce qu'il y a presque une forme d'admiration, moi j'ai envie de dire un peu entre les deux. Et Oui. ça fait qu'on a du mal à les envisager comme super ennemis. Tu as vu, il y avait beaucoup de sourires en fait dans ce segment, quoi. Elles étaient... Ouais, mais je trouve que Sacha fait faux d'herche, en fait. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'elle a tellement eu de passé, de saloperies que du coup, j'ai l'impression que de le voir revenir, ses mauvais côtés, mais j'ai du mal à sentir sincère sur cette affaire. Tu vois, c'est pas, les 2 super-héros qui se battent et qui sont à qui est le plus fort, tu vois? Là, j'ai l'impression que c'est vraiment, enfin, je sais pas comment on pourrait dire Surtout, ça, en fait, à tirer dans les pattes. surtout, ça laisse aucune perspective en fait sur le booking qui va se passer entre maintenant et WrestleMania. Dans l'intervalle, il y aura un Fastlane. Il n'y a aucune challengeuse de transition qui s'est présentée pour occuper un peu comme le fait Daniel Bryan avec Roman Reigns, tu vois. Mmh. Je pense que cette affaire, ça va se régler au micro et dans des tag team matchs d'ici là jusqu'à WrestleMania. Donc, il va peut-être falloir qu'elle nous montre un peu plus d'animosité sur la suite parce que c'était peut-être un peu ce qui manquait finalement dans tout ce segment, non? Ouais, non, c'est ça, puis ça manque de, comment dire? De direction, en fait. Tu vois, c'est plan-plan pour l'instant. Il y a pas de, enfin, genre Reginald qui apparaît, c'est même plus une surprise maintenant. Donc, il y a vraiment aucun, ouais, il y a aucun rebondissement, aucune vague, en fait, dans ce truc-là. Et puis, bah, nous faire, craindre des dissensions entre 2, bah, on espère un peu pas, mais elles sont censées se foutre sur la gueule. Donc, nous, on veut pas qu'elles soient les meilleures amies du monde, hein. Donc, raconter quelque chose, raconter un peu de passion. Allez, la passion, on va voir si on va essayer d'en trouver par la suite en backstage, puisqu'on a King Corbin qui va être rejoint par Sami Zayn. Et Sami Zayn, il est là pour faire une proposition. Lui, il trouve qu'il y a une bonne alchimie depuis le match de qualification là, contre les Mysterio. Alors, pourquoi pas faire équipe et devenir dominant dans la division par équipe du show bleu. Corbin n'a pas l'air finalement trop contre, quoi, mais bon, il veut quand même que Sami Zayn, il lui marche pas trop sur les plates-bandes et qu'il lui laisse faire un peu comme il a envie de faire. Là-dessus, ça va nous emmener vers le ring où ils vont avoir un match dans la foulée, où ils vont affronter les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford qui reviennent un peu dans le ring. On va avoir un match un petit peu plus long, puisqu'on va avoir un match de 8 minutes avec
avec une bonne partition heel face et puis plutôt pas mal. Alors, moi, je vais tout de suite le dire. Je pense avoir toujours pensé que Corbin, de toute façon, il fallait absolument qu'il catch par équipe, que en solo, c'était pas possible, quoi. Ça fait des années qu'on le dit, c'est pas possible en solo. Donc finalement, le mettre en équipe, alors est-ce que c'est un cadeau pour Sami Zayn? Ça, c'est une autre affaire. Mais peut-être que c'est assez bizarre finalement, puisqu'on a un Sami Zayn en mode Che Guevara avec un Corbin qui est en mode roi. Donc il y a un truc assez particulier là-dedans. Peut-être que ça va nous emmener vers une évolution du personnage de Corbin, pourquoi pas, à voir pour la suite. On va avoir un match en lui-même vraiment assez classique avec tous les moves habituels que vous avez de la part des trois, sauf King Corbin va essayer de faire son fameux slide sous le ring, mais il va en être empêché. Donc ça va pas le mettre content du tout. Ça va commencer à tabasser, à brûler bien fort. Sami Zayn, il est toujours, enfin moi je le trouve toujours bien efficace sur le ring. Du coup, avec la vitesse d'un Montesford, ça nous emmène sur un truc plutôt pas trop mal sur ces 8 minutes. Finalement, Montesford, il va remporter le match avec un gros frog splash qui nous sera transformé en springboard frog splash là, sur Sami Zayn, qui finalement d'ailleurs se fera engueuler par King Corbin après le match. 1, 2, 3, victoire des Street Profits. Et ben écoute, on en est au deuxième match de tag team, mon bon papy. Les Dirty Dogs, on qu'à bien se tenir. Mais oui, c'est un peu ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a de la tag team en ce moment sur SmackDown et donc les Street Profits, c'est celui-ci à catcher. Quand ils le font, c'est plutôt pas mal. Alors, je sais pas si tu as vu le coup que fait Dawkins juste avant le splash de Ford. Il est assez impressionnant comme ils ont même pas réussi à le nommer tellement c'était tordu. Mais c'était plutôt sympa le move qu'il a fait. Ah oui, Et oui, puis oui. voilà, donc tu sais, quand il tourne un peu, un espèce de neckbreaker tourné, je sais pas comment je pourrais décrire ça. Ouais. Brainbuster tourné là, enfin un truc un peu chelou quoi. Sympa à Ah, voir. je crois que il fait un double chicken wing suplex en fait. Oh, tu Si vois, je j'ai me l'air dit n'importe quoi. les fact-checkers fous Ah, aidez-moi parce que moi je suis me pas diront. Mais un grand technicien. il me semble que le nom de la prise exacte qu'il fait, c'est un double chicken wing suplex. Et effectivement, bien spectaculaire, qui après permet à Montesfort, qui monte pas sur le poteau comme il fait habituellement, et qui direct fait un springboard frog splash, toujours spectaculaire, parce que ça vraiment c'est un move qui maîtrise à la perfection Montesford. Donc voilà. Donc écoute, moi je suis un peu comme toi, je suis assez satisfait. Là, on est déjà à 4 équipes, plus les champions, on a déjà 5 équipes là sur SmackDown. Donc c'est plutôt pas mal. Ça met de l'animation. Le match était pour le coup plus sympa. Ça a duré 8 minutes, quoi. On a eu un peu plus de in-ring quand même, quoi. Et parce que jusqu'à présent, c'était pauvre. Donc voilà, plutôt satisfait sur ce tag team. Yes, ça fait plaisir de voir de la tag team revenir. Ouais, bien à l'honneur là. Voilà. On retourne backstage avec Ella Braxton qui est avec Daniel Bryan pour nous rappeler les enjeux. Apparemment, Bryan lui considère que c'est plus facile de battre Roman Reigns qu'Edge. Là-dessus, il y a Edge qui débarque, qui lui dit que voilà que si les deux ressortaient vainqueurs, s'ils venaient à s'affronter à WrestleMania, ça pourrait être envisageable, quoi. Et le Daniel Bryan va repartir sans dire grand-chose. La suite dans le main event dans quelques instants. D'abord, mon papy, on a pas son retour, parce que ça y est, il est là, il est réinstallé dorénavant dans le roster du monde du show bleu. Seth Rollins qui fait son entrée, donc notre nouveau visionnaire du show bleu, qui vient nous parler alors de procédures qu'il a enclenchées à l'encontre de la direction. J'ai pas trop compris, peut-être que tu as mieux compris que moi, mais sur le coup, le début de sa promo, j'ai pas pigé, là, il s'est un peu perdu, je sais pas trop quoi, apparemment. C'est un rapport avec le SmackDown la semaine dernière, a priori, alors que j'ai pas vu, mais où il semble qu'il avait dit qu'il tentait une procédure contre la WWE pour je ne sais plus quel sujet à la con. D'accord, ouais. Mais bon, c'était un rapport à ça, je pense. Bon, de toute façon, il est confronté quasiment tout de suite par. Il va pas avoir le temps de parler beaucoup au micro parce qu'il va être tout de suite confronté par Cesaro, notre ami suisse, qui est là. Alors Rollins, il va lui demander quand même qu'il l'écoute, quoi. Voilà, il lui explique que ce qui est arrivé, parce qu'ils ont déjà eu quelques petits problèmes l'un envers l'autre depuis 2 semaines là. Ce qui s'était passé il y a 2 semaines, c'était un accident. Que la semaine dernière, les mots de Rollins avaient dépassé sa pensée à cause de sa rage. Il dit aux Suisses que voilà, il n'y a pas de doute, c'est une star, mais il lui manque un truc, quoi. Il lui manque l'instinct de tueur pour aller plus haut, le truc pour péter le plafond de verre, le fameux plafond de verre qu'on attend tous, que Cesaro fracasse un jour. Et Rollins, lui, il dit que il pourrait lui enseigner ça. Il pourrait lui enseigner comment péter ce fameux plafond de verre et qu'il pourrait s'associer, quoi.
Et voilà, on lui dit: «Bah, écoute, si tu m'avais écouté peut-être, il y a 2 semaines, ben, peut-être que tu serais Universal Champion aujourd'hui, quoi. Mais bon, il n'est pas encore trop tard, réfléchis». Bah, Cesaro, pour le coup, le cyborg, il en a à peu près rien à caguer. Il veut rien entendre. Il chope, notre ami Seth Rollins et il va lui coller un quasiment, j'ai envie de dire, un double Cesaro swing, hein, donc Cesaro swing à fond et voilà, donc là, ça y est, le programme, j'ai envie de dire, qui était annoncé finalement depuis quelque temps, est complètement, définitivement lancé. On est parti sur une feud Cesaro versus Rollins, avec finalement que l'honneur en l'ensemble, ça sent le best of 7 series et puis la mise en tag team, ça. Ouais, à voir. En tout cas, ça sent le programme, le mec qui a été désigné pour Rollins à WrestleMania et qui fera un programme de quelques semaines pour, sortir un bon match à WrestleMania. Je le sens venir comme ça, moi, perso. Ouais, ouais, en tout cas, ça a l'air de plutôt coller entre les deux. Effectivement, Cesaro, il est un peu dans la hype en ce moment. Alors, il est quand même finalement éloigné de toutes les ceintures et tout ça, et il est mis dans une feud que j'appellerais une feud de mid-card, quoi. Donc, Oui, il est à sa place habituelle finalement. c'est pour ça, je pense c'est pas impossible qu'il prenne la victoire contre Rollins, à Mania, hein, c'est pourquoi pas, mais Non. là, vraiment, il est, pour moi, il est en enfin, quand je dis Mania, c'est parce que moi, je le vois à Mania, en tout cas. Mais en tout cas, c'est ça, c'est les 2 de toute façon, sont dans une rivalité qui est loin de toute ceinture, qui probablement n'aura aucun rapport avec une ceinture, je pense. À moins qu'ils se retrouvent dans un match à 6, titre intercontinental, pourquoi pas. Mais sinon, je vois plutôt effectivement un match classique entre eux 2 avec du classique, je catch mieux que toi et puis certainement des bons moments entre les cordes. Ouais, ouais, et puis Cesaro versus Rollins, si le Suisse gagnait une rivalité comme ça aurait de l'impact dans la suite de sa carrière, quoi. On le met pas face à n'importe qui non plus, quoi. Il est pas dans l'adversité avec le clampin de la rue d'à côté, quoi. Ouais, c'est pas le baron, hein. On est d'accord. Allez, on arrive à notre main event. Donc le fameux match Daniel Bryan versus Jey Uso. Si Daniel Bryan remporte le match, il devient challenger au Universal Championship pour affronter Roman Reigns à Fastlane. Euh, Là, on va avoir le plus long match de la soirée, de toute façon, puisqu'on va avoir un match de 12 minutes 50 avec des mecs qui sont quand même dans des gabarits assez proches et qui sont dans une haine assez terrible. On pourra quand même continuer à signaler à quel point Jey Uso est en mode vénère à chaque fois qu'il est sur le ring. On a vraiment l'impression que c'est sa vie qu'en dépend à chaque fois et difficile d'être plus agressif que Jey Uso quand même. Mmh. C'est là, dans le degré d'agressivité, si vous voulez, là, il a basculé de l'autre côté, quoi. Il est vraiment le Jey Uso. Le Daniel Bryan, lui, va nous dérouler pas mal de catch assez techniques, voulant provoquer des soumissions, etc. Aller chercher Jey Uso ringside, remonter, réussir à placer ses genoux, comme il aime à faire régulièrement. Le Jey Uso, à chaque fois, il revient, il nous balance, il se prend entre les cordes, il va coller un super kick, un gros super kick, entre autres un Daniel Bryan à genoux. Donc ça va y aller sévère pendant ces 12 minutes 50 entre les deux. Et ça va y aller tellement sévère, il y a une telle agressivité justement dans ce match, qu'ils se retrouvent hors du ring à se fighter une énième fois. Mais là, ils n'écoutent plus du tout l'arbitre tellement ils sont dans la baston. Et ça va provoquer le décompte jusqu'à 10 de l'arbitre et ça va causer une double disqualification. Après le match, Daniel Bryan, il va rechoper Jey Uso pour lui recoller un yes lock. Mais là, le chef tribal, il ne peut pas laisser son cousin plus se faire tabasser. Et là, c'est le moment, c'est le poids du spear et le choc de la guillotine. Le Roman Reigns, il va vite faire comprendre à Daniel Bryan qu'il va être temps de retourner chez l'ostéopathe. Et après lui avoir donc collé, alors aidé bien au préalable hein, par Jey Uso qui avait réussi à se réveiller et qui a collé un énorme super kick. Parce que, oui, excusez-moi, dans le play-by-play, en fait, le truc, c'est que quand Roman Reigns colle son spear, Daniel Bryan, il réussit à le voir venir et il le chope dans son yes lock d'abord. Et c'est là que Jey Uso se réveille et vient coller son super kick, ce qui va permettre à Roman Reigns voilà, d'en finir avec le spear et la guillotine. Bim bam boum, c'est la fin sur cette image. Daniel Bryan s'est encore fait péter la gueule. Ça fait 2 fois en moins d'une semaine. Mon papy, il faut qu'ils arrêtent avec ça.
Ouais, mais et j'ai 2 choses à dire. C'était d'une part, j'ai ou Edge, que faisait Edge là, le grand copain d'Al Bryan: «J'aimerais bien t'affronter, gna 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 gna» et par contre l'autre il se fait la table de contrat, il n'intervient pas quoi. C'est grosse feignasse, Edge là, c'est tu ne veux vraiment pas retourner dans le ring garçon. Et donc voilà ce point-là et autre point, plutôt qui était plutôt un soulagement en fait, c'est que j'ai eu peur qu'on n'ait pas de plan en fait de Uso et Reigns pour, affronter Bryan parce qu'il y a quand même, Paul Heyman qui avait dit qu'il avait un plan pour que Uso, enfin que Bryan ne gagne pas et pendant tout le match, je me suis dit: «Mais c'est quoi son plan en fait?» parce que si c'est juste que Uso gagne, effectivement, c'est un plan qui est pas très, très, recherché et pas très, très sûr non plus, quoi. Donc au final, bah, en fait, le plan, c'était la double DQ pour, faire qu'il y ait pas de vainqueur et donc pas Daniel Bryan, qui va affronter Reigns. Alors je sais pas si ça sera remis au goût du jour la semaine d'après ou les semaines suivantes. Je me demande si pour Fastlane, ils vont pas nous faire le fameux tag team, qu'évoquait Edge. Pour le coup, aurait tout son sens en fait de dire: «Bah, voilà, on a notre rivalité pour Mania». De toute façon, je vois pas qui peut croire un seul instant que Bryan va prendre le titre à Reigns, donc je préférais encore qu'il y ait un tag team, Edge, Bryan versus Uso et Reigns, à Fastlane qui, pour le coup, aurait de l'intérêt en termes de rivalité pure et dure et qui serait pas une fausse, match pour la ceinture, dont on sait déjà le résultat, en fait. Donc moi, à la limite, je préfère encore ça, puis ça permettrait aussi que Edge, bah, catche enfin avec, des jeunes vu qu'il a dit qu'il était revenu pour ça. Donc, qu'il nous le montre. Ouais, après, moi, je t'avoue très honnêtement que je suis pas du tout étonné de ne pas voir Edge beaucoup avoir d'interaction avec les autres parce que je pense qu'il va être protégé à mort d'ici WrestleMania. Tu vois, le type a 47 piges. Je pense qu'ils n'ont pas envie de prendre des risques, pas envie de l'abîmer. Ils veulent qu'il sorte un bon match à WrestleMania. Donc, moi, je suis pas tellement surpris hein, de le voir avoir peu d'interaction physique avec les autres. Ouais, ce qui est étrange finalement, c'est qu'ils le font apparaître dans un petit échange avec Daniel Bryan et puis finalement il disparaît le reste de la soirée Et et voilà, il c'est ça. laisse. Après, c'est peut-être un plan aussi de la part de Edge, hein, l'ultimate opportuniste. Hein. Peut-être que ça l'arrange bien aussi de voir Daniel Bryan se faire casser la gueule, tu vois. C'est toujours de l'adversité qui disparaît, quoi. Ouais, alors ça serait vraiment chercher loin, mais pourquoi pas, mais qui le joue un peu comme ça. Là, ce qui me fait chier avec Edge, c'est que son personnage, c'est: «J'aime le catch, j'aime les catcheurs, j'aime ci, j'aime ça». Et bah, je trouve que les actes suivent pas ses paroles, en fait. Ok. Allez, mon papy, t'es pas sorti du bus pour enfiler des perles. Tu vas nous donner ton top, ton flop et ta note de ce Friday Night SmackDown du 26 février. Oui, tout à fait, du 26 février. 26, oui. Le 26 février, qu'est-ce que j'ai décidé ce jour-là de donner comme top, flop, note? Et bah, je vais vous le dire tout de suite. Mon top, bah, je vais le donner au signe de vie de la division tag team, des divisions tag team, voilà. Je vais même rajouter Tamina et Natalya, voilà. Je suis généreux aujourd'hui, C'est c'est la cadeau. fête, c'est cadeau, voilà. Donc, un peu, 3 matchs tag team dans la même soirée, non, enfin bref, 6 tag teams présentés dans la même soirée, donc, c'est plutôt sympa. Donc mon top à ça, c'est un petit top gentil, on va dire. Le flop, bah moi le flop, je vais le donner à la rivalité Sacha-Bianca Belair, que je trouve vraiment trop molle. Donc, j'ai besoin soit ils se foutent sur la tronche, soit qu'il y ait un problème intervenant, enfin je sais pas, mais quelque chose qui se passe quoi. Là c'est trop calme et j'ai pas envie qu'ils nous fassent tenir 1 mois et demi comme ça, à coup de: «Attention, peut-être je reserai en rivalité, peut-être pas». Putain, les 2 filles, elles sont dans un championnat du monde pour, le titre mondial, à WrestleMania. J'espère bien qu'elles ont envie de se foutre sur la gueule. Donc, montrez-le, arrêtez de rire, mesdames. Et ma note, bah, le SmackDown est plutôt bien passé, j'ai trouvé, même s'il y a pas grand-chose de foufou. Je vais mettre un 2,75 parce que je j'aime bien en fait les personnes utilisées en fait dans le show, que ce soit Apollo, que ce soit, bah, Bianca, même si elle est mal utilisée pour l'instant, mais j'aime bien la voir aussi autour du titre féminin. Les tag teams, voilà, il y a des trucs sympas quand même à voir. Ouais, j'aimerais bien que ça accélère un peu, qu'il y ait un peu plus de niaque dans les épisodes, mais ça c'est bien, en tout cas, j'ai trouvé que c'est bien laissé regarder, donc 2,75.
Ok. Eh bien, écoute, moi, me concernant, je vais donner mon top au main event. Voilà, tout simplement, au Daniel Bryan versus Jey Uso. Comme je l'ai décrit avant, quoi, un match bien, bien, bien costaud, avec une belle agressivité du Jey Uso, avec une intervention bien mordante du gros chien. Donc tout ça, c'était plutôt sympa, ça m'a bien plu. Et puis c'était quand même voilà, le meilleur catch et le plus long match de catch de la soirée. Parce que voilà, ça va rejoindre mon flop. Mon flop, moi, je vais le donner en particulier à l'opener, toute la partie avec Roman Reigns, etc. Et avec Daniel Bryan et compagnie, j'ai trouvé ça très long. J'ai trouvé qu'en fait, il ne racontait que des banalités. C'était pas finalement, on sortait de la chambre, mais il y avait rien de finalement de très épique dans tout ça. J'ai trouvé que c'était chargé en banalité cet opener et du coup, ça m'a semblé très très long. Et comme derrière, on a enchaîné avec un match Alpha Academy Los Mysterios qui a duré 3 minutes. Waouh, franchement, les 25 premières minutes de SmackDown, ça dure qu'une heure et demie. Ça a été un peu difficile pour moi, quoi. Et donc, ça a largement fait baisser ma note, sachant que derrière, voilà, heureusement, on aura effectivement la Tag Team Division qui a un peu relevé la tête. On aura eu un match de 8 minutes avec les Profits et Corbin et Zayn. Donc, ça remonte un peu le niveau. Mais pour moi, c'était vraiment une espèce de SmackDown de rentrée. Ça cassait pas trop pas un canard. Moi, je vais lui mettre la moyenne, quoi. Je vais lui mettre un 2,5. Ok, bon, ça reste honorable, mais sans Ouais, plus. On attend qu'il nous chamboule un peu plus. SmackDown nous a habitués à mieux ces dernières semaines. Très franchement, enfin, en tout cas, j'ai vu plusieurs SmackDown depuis le début de l'année qui m'ont largement plus ravi, qu'on a eu l'occasion de commenter ensemble et qui étaient franchement un peu plus sympa, quoi. Raw est en train de reprendre un petit peu de poil de la bête depuis Bah, allez, deux semaines, on va dire là. Donc là, du coup, ouais, un petit arrêt me concernant sur SmackDown. Là, j'espère que ça ira mieux dès la semaine prochaine. Les storylines vont se mettre en place, etc. On va revoir un peu le champion intercontinental, on va revoir les champions par équipe. Tout ça, ça va peut-être un peu mettre d'animation dans le show bleu. yes, mais qu'est-ce que j'ai à dire? Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que Raw a été en chambouler toutes ses cartes là, donc ça permet de retrouver un peu d'intérêt. SmackDown, bah, quelque part, déjà, tu as les deux vainqueurs du Rumble qui se dirigent vers des champions de SmackDown. Donc ça te fixe les challengers pour le WrestleMania. Et en plus, tu as l'impression que les champions ne devraient pas bouger non plus, en fait. Ni Sacha, ni Roman. Donc c'est vrai que ça. Là, tu as eu très long terme avec SmackDown. Tu vois vraiment loin à venir. Donc il faut que ça. Il faut qu'ils trouvent des moyens de nous surprendre par autre chose que des rivalités surprises, en fait. Il faut qu'ils Ouais, donnent c'est de ça. corps à leurs histoires, hein. Les positions sont très établies en fait à SmackDown. Donc du coup, on sait exactement qui est qui et qui fait quoi. Et puis il y a une telle domination absolue, quoi, j'ai envie de dire, hein, de toute façon, de Roman Reigns, que c'est même compliqué, tu te dis, hein, pour la upcard, hein, pour les main eventers, là, hein, de se placer. Hein. Parce que Mm. là, c'est terrifiant à quel point Roman Reigns a été construit, mais plus fort que jamais, quoi. Et comme ça passe crème avec ce personnage de Hill qui est un enfoiré total, eh ben, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Et que lui, il a établi les choses dans son show, quoi. C'est son show au Roman, quoi. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, SmackDown a vraiment bien structuré son show. On sait exactement qui est où dans la carte. Et puis bah, maintenant, faut raconter des histoires. Ça sert à rien de nous vendre du suspense quant aux rivalités parce on sait déjà quasiment toute la carte côté bleu, à une ou deux surprises près. Donc voilà, racontez-nous des épisodes un peu spectaculaires ou je sais pas, tentez des trucs, quoi. Là, les gars, soyez créatifs. Ouais, après, la seule interrogation qu'on peut avoir sur ce SmackDown, c'est où était notre ami Kevin Owens, par exemple, qui était quand Où même un était Kevin personnage Owens? Où très, était très, Pelé? Il manquait très, très quelqu'un tête important dans le d'affiche. main event. Ouais. Donc voilà, bah, écoute mon papy, dernière petite information quand même. J'en ai pas parlé pendant la review de Raw, mais comme je vais être dans l'affaire des ratings, sachez qu'à Raw, il y a eu 1 890 000 spectateurs cette semaine. Et que concernant SmackDown, bah, comme souvent, hein, eux, ils franchissent la barre des 2 millions, puisqu'ils sont à 2 millions, 2 millions 050. Ce qui est moins bien quand même que la semaine passée, où la semaine Ça se passée, ils resserre avaient un fait peu. un beau 2 217 000. Vraiment, ouais, mais SmackDown, voilà, ça entre 2 millions, 2 millions 300 000.
Ils ont une belle exposition quand ils sont sur la Fox. Hein. Donc, tout de suite, c'est le pouvoir de la Fox. Yes, et puis en même temps, voilà. Ils ont un produit plus sympa à suivre pour l'instant. Ouais, exactement. Allez, peuple de catch-up, nous arrivons dans le sprint final de notre review. On va vous rappeler tous les bons endroits, tous les bons spots où nous trouver, en l'occurrence la communauté catch-up sur le Discord. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, actionnez la cloche, laissez-nous des coms, référencement. Bien sûr, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Aosha, Podcloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, le site catchup.lepodcast.fr. Voilà, je suis complet. Mon bon papy, je te remercie de ta célérité pour descendre du bus et rejoindre le studio à un grand coup de déambulateur électrique. Oui, merci de m'avoir invité, d'avoir posté cet épisode de SmackDown pour ma reprise, mon retour aux affaires. Exactement. Le retour du papy. Voilà, peuple de catch-up. Ainsi s'achève cette review de Friday Night SmackDown. On vous fait des bisous, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, on vous fait des cordes à linge plein la face. Salut papy. Salut tonton et salut à tous. Salut peuple. Bon, t'as ramené du saucisson? Non, parce que j'ai tout bouffé comme un gros porc. Ah là là, mais même pas il a pensé à mon cholestérol. Même le pas. Le porc.